Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent, et je suis très heureux ainsi que toute l'équipe d'À votre avis de vous retrouver pour, à notre avis, notre rendez-vous du vendredi soir. Plage de Coco Beach au Nigeria, île d'Anambon en Guinée équatoriale, Probo Koala dans la lagune d'Abidjan, la côte somalienne, pour ne citer que ces cas parmi les plus emblématiques. Notre continent est devenu progressivement, et depuis des décennies maintenant, la poubelle du reste du monde et principalement la poubelle des pays occidentaux. Malgré la Convention de Bâle, entrée en vigueur en 1992, et la Convention de Bamako, entrée en vigueur en 1996, l'Afrique reste un continent dépotoir. L'Europe y déverse chaque année ses résidus chimiques, ses matériels hospitaliers infectés et toutes sortes de déchets toxiques dont elle ne veut ni pour ses peuples ni pour son environnement. En 2006 déjà, M. Stavros Dimas, alors commissaire européen à l'environnement, déclarait à ce sujet que le Probo Koala n'était, je cite, que la partie émergée de l'iceberg. C'est dire. À ces déchets toxiques hautement dangereux, il faut ajouter les voitures rouillées, les vieux frigos, les congélateurs en fin de vie, les vieux ordinateurs, des matériels obsolètes de toute nature, des aliments impropres à la consommation, des habits, draps et couvertures usagés, de vieux matelas à l'hygiène douteuse, etc. Pourquoi et comment une telle situation a-t-elle pu advenir au su et au vu de nos gouvernants et des organisations de la société civile africaine? Nous allons tenter ce soir d'apporter quelques réponses à ces questionnements lancinants avec la contribution de Mme Koulibaly Salimata Diarra. Vous êtes présidente de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, et de M. Oumar Traoré. Vous êtes membre du bureau exécutif du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, REDECOMA. Madame, Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation d'Africable Télévision. Merci. Que pensent les Africains de notre sujet de ce soir? Pour le savoir, je vous invite à suivre le micro-trottoir d'À votre avis. Si nous prenons les véhicules, je peux dire que c'est pas très bien pour l'économie d'un pays parce que vous achetez un véhicule usagé, vous venez à un faible coût, ça a un impact aussi bien pour la douane du pays, ça a un faible coût également pour l'économie du pays. Je pense que si l'Afrique continue à avoir ces genres de produits, l'Afrique va devenir à la longue la poubelle de l'Europe. Il y a plein de véhicules pourris qu'on nous envoie, des aliments qui nous créent beaucoup de problèmes, des maladies qu'on ne connaissait pas avant, que nos grands-parents ne connaissaient pas. Bon, moi je trouve que c'est évident, hein. Tout le monde le voit, c'est palpable. Il faut donner la chance aux entrepreneurs africains d'ouvrir des entreprises, des grosses boîtes de production, que nous aussi nous sommes autonomes. Bon, moi je ne vois jamais une avancée significative par rapport à l'Afrique. Moi, il y a trop de... Vraiment, le problème, c'est vraiment très grave. Nous sommes des Africains, c'est vrai. Mais on n'est pas fiers de l'Afrique aujourd'hui, parce qu'on ne s'entend pas. Et les gens s'accrochent au pouvoir, il y a des tueries un peu partout. Il y a trop de problèmes en Afrique. Ces différents matériaux qui arrivent ont une période où on doit utiliser. Et ici, là, lorsque ça arrive, on ne tient pas compte de ça. Ce qui fait que ça nous expose parfois à différentes maladies, ça nous expose vraiment à des choses indésirables.
s'il y a une seule chose qu'on doit dire, ce que cela illustre une fois de plus, que l'Afrique est malheureusement le dépotoir de l'Europe et des pays occidentaux. Aujourd'hui, la seule mesure que nos gouvernants doivent prendre, c'est celle de régulariser, c'est-à-dire ces produits d'importation. Parce que pourquoi? Si eux, en Occident, ils n'ont plus besoin de ces usagers, ce que cela constitue que ces produits constituent réellement un réel danger pour eux, et que, comme je le disais en amont, que le Niger, notre pays ou bien les pays africains restent le dépotoir, c'est-à-dire de ces pays occidentaux. Il va falloir que réellement que nos gouvernants régularisent cette importation de ces produits-là. Il faut que nous puissions amener d'abord nos dirigeants, parce que ce sont eux qui promulguent les lois et touchent les tests, faire en sorte que, comme en France, Sarkozy l'a dit, immigration choisie, qu'on ait une importation choisie. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent ici puissent avoir un certain contrôle par rapport à cela. C'est un complexe déjà de dire que non, c'est plus que ça vient de l'extérieur que c'est bon. Non, c'est pas forcément vrai. D'abord des trucs utilisés, vieilles, quand tu utilises et les enfants, vous êtes très exposés aux maladies. Que le gouvernement interdise, on met la vie des Africaines en danger, donc le gouvernement essaye de faire quelque chose par rapport à ça. Donc moi je trouve même que nous sommes là en face d'une nouvelle forme de néocolonialisme. C'est la nouvelle colonisation qui n'est plus la colonisation barbare que vous voyez à travers les films, de prendre les fouilles et mater les gens. On n'est plus dans ce cadre-là. On est dans une nouvelle forme de colonisation qui est le capitalisme exacerbé. Ce capitalisme est imposé aujourd'hui à l'Afrique, de gré ou de force. Donc vous voyez, donc on n'est pas vraiment loin de l'ancienne forme de colonisation. Au niveau de l'électroménager, nous constatons que les fers à repasser que nous achetons dans les bocans ne sont pas en bon état. Même dans l'informatique, par exemple, les laptops. Un laptop que tu prends à la bocane, vraiment, c'est pas un laptop. Bon, pas interdit, c'est-à-dire sensibiliser les gens qui importent et exportent. Essayer de voir la qualité des outils qu'ils envoient. Parfois, c'est même en bon état, mais quand on arrive ici, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que ça passe par la voie maritime? Je crois que le problème africain, c'est un problème de gouvernance. De l'indépendance en 1960 à aujourd'hui, dans nos pays, vraiment, c'est de déception en déception. Il n'y a pas une prise de conscience collective, que ce soit de la jeunesse, que ce soit de la population, de ce qui se passe. On est là, on fait face à des situations que nous-mêmes nous ne comprenons pas, qui doivent être expliquées, peut-être par vous, les médias, mais les médias sont contrôlés par les autorités. Souvent, les réalités ne sont pas données à la population. Moi, je pense que, surtout pour les friperies, je pense que c'est des produits qui ne sont pas vraiment désinfectés, qu'on nous envoie et qui peuvent entraîner des maladies à la population, quoi. Je pense que le gouvernement peut mettre à la disposition de la population un laboratoire de contrôle pour contrôler, pour tester ces friperies et autres afin d'éviter certaines maladies chez la population. Alors, Madame Coulibaly, Salimata Diarra, je voudrais votre avis sur le micro-trottoir que nous venons de suivre, avant de vous poser ma première question. Okay. Merci, M. Marico. Je voudrais remercier Africable de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce thème si important pour nous en tant qu'organisation de consommateurs, mais au-delà de ça, en tant qu'Africaine, exposée à tous ces problèmes d'importation de produits de tout genre qui affectent non seulement la santé des populations, mais également notre développement socio-économique. C'est ça que je voudrais vous dire d'entrée de jeu. Et dire que par rapport à ce que je viens d'entendre, je suis réconforté quelque part. Parce que je ne m'attendais pas à une telle réaction du public face à tout ça. Donc c'est heureux de voir
que le public est conscient des enjeux et des défis en la matière. Le public s'est exprimé en parlant vraiment des problèmes que cela peut nous poser. Donc, moi, je ne m'attendais pas du tout à une telle réaction, d'autant que ce qui est dit souvent, c'est mis sur le compte de la pauvreté, c'est mis sur le compte du pouvoir d'achat faible, et que c'est des choses dont les populations ont besoin parce que les populations n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, je suis réconforté et ça peut renforcer ma position par rapport à la situation que nous vivons. Très bien. Monsieur Traoré, votre point de vue sur le micro-trottoir, à votre avis? Tout d'abord, merci, Monsieur Mariko. Je me joins à Madame Koulibaly donc, pour remercier Africable Télévision d'avoir organisé ce tableau. Ce plateau sur une thématique qui nous concerne au premier chef en tant qu'association de consommateurs. Regardez-moi. Et donc, vraiment, c'est pour nous une initiative louable, donc nous saluons une fois encore. Alors, par rapport au micro-trottoir, je crois que c'est la même opinion que les téléspectateurs ont su résumer toute la problématique dans la diversité des interventions, des opinions et des avis, comme l'émission est à votre avis. On sent déjà que tous les aspects sont ébauchés à travers ces micro-trottoirs et que nous aurons l'occasion de développer ces différents aspects au cours de notre échange. Merci. D'accord. Alors, Madame Koulibaly, ma première question est directe. Pourquoi est-ce que c'est l'Afrique qui est aujourd'hui le réceptacle des déchets du monde? Pourquoi, d'après vous, vous qui êtes une militante expérimentée et chevronnée de la question de la défense des consommateurs africains. Au-delà du Mali, vous défendez les consommateurs africains parce que j'ai vu que vous avez un pied dans beaucoup d'organisations sous-régionales, régionales, internationales. Alors, pourquoi est-ce l'Afrique qui est devenue le réceptacle de ce que les autres ne veulent pas? Monsieur Mariko, je pense que je vais le dire, mais ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour les autres. Parce qu'en tant que communicateur et spécialiste des questions du débat sur le développement de l'Afrique, vous avez pas mal d'éléments sur la question, à savoir la faiblesse de nos politiques. C'est ça. Nous avons des politiques qui n'ont pas pris des mesures et qui n'appréhendent pas l'ampleur du phénomène. Les politiques ne sont pas adaptées. Les politiques commerciales, l'ouverture de nos frontières à outrance. Et vous savez qu'on va aller bientôt, j'écorche quelque part quelqu'un ici, vers les APE. La mise à niveau des entreprises n'est pas les APE, c'est les accords de partenariat économique qui lient l'Union européenne avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Qui implique l'ouverture totale. L'ouverture totale de nos frontières. Voilà. Tu vois, donc le commerce va être totalement... Donc, eux, ils sont dans le commerce. Nous, on n'a pas encore les moyens de développer nos produits pour que ce soit quelque chose d'équitable qui se passe dans le cadre de notre développement. Nous sommes à la phase, j'étais à une rencontre l'autre jour, et au cours de laquelle il s'est révélé qu'il y a, depuis 2006, je suis sur le dossier, que les questions que nous débattions depuis 2006 pour l'accord de partenariat demeurent, c'est-à-dire la mise à niveau de nos entreprises, ce n'est pas effectif. J'étais étonné de voir le même niveau d'avancement de 2006 à ce jour. 2006 à ce jour, ça nous fait combien d'années? Ça nous fait 9 ans. 9 ans. Donc 9 ans, on est toujours dans les propositions pour être à niveau. C'est pour dire qu'on n'a pas fini d'être la poubelle. Il y a quelque part un jeu qui se fait, que l'Afrique doit rester dans la dépendance, doit rester une société de consommation, mais même pas de la consommation de qualité, mais de la consommation, comme le micro-trottoir vient de le confirmer, de la consommation de produits déjà usagés, dont l'Europe n'a pas besoin, et que l'Europe voudrait se débarrasser sans pour autant, l'Europe et l'Amérique, il s'agit
voudrait se débarrasser sans passer par le recyclage qui est exigé en la matière. Donc de ce fait, l'économie, toute l'économie est faite sur le dos de l'Afrique. C'est transféré chez nous. Nous, eux, ils ne veulent pas mettre leur argent dans le recyclage. Donc, nous qui n'avons pas de moyens... Parce qu'il paraît que ça coûte cher, ça madame. coûte excessivement cher, justement. Alors, pour que eux ne payent pas... Ils ne payent pas, ils transfèrent chez nous. Et nous acceptons. Et nous acceptons parce que nous pensons que... il y a le complexe aussi, quelque part, socio-culturel, avec le fait qu'on a été colonisé, avec la situation d'aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, on est dans la démocratie, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que nous, Africains, on est souvent en train de suivre les choses en disant que le monde a changé et c'est comme ça. Donc on ne réagit pas suffisamment pour faire d'autres propositions et nous en sortir. Donc tant que nous faisons ça, on va rester dans la poubelle. Ils vont transférer chez nous, ils ne vont pas recycler. Nous n'avons pas les moyens pour recycler. Donc nous subissons les problèmes de maladies liés à ce transfert, nous subissons les problèmes environnementaux, nous subissons les problèmes de dégradation et de mise en cause même de notre continent. Parce que si ces choses sont enfuies, il y a certains pays qui ont osé signer des conventions à la matière, vous vous rendez compte, accepter que des déchets d'ailleurs d'Europe, des déchets de haute toxicité soient déversés dans leur pays pour quelques milliards de francs au détriment de l'intérêt du peuple, au détriment du pays et de l'Afrique. Alors à ce sujet, Madame Koulibaly, je vais vous lire un extrait d'un document. Vous vous rappelez l'affaire du Probo Koala? Absolument. Très bien. Côte d'Ivoire, dans la lagune d'Abidjan, où des milliers de tonnes de produits toxiques ont été déversés avec tous les morts, tous les handicapés à vie. Des malades à vie. Exactement. Alors, je vous lis cet extrait. La cour d'assises d'Abidjan a rendu son verdict le 22 octobre 2008. 2 accusés ont été condamnés, l'un à 20 ans, l'autre à 5 ans. 7 autres relaxés. L'affréteur, c'est-à-dire le responsable premier, la société Trafigura, était absent au procès car la multinationale avait déboursé 152 millions d'euros en février 2007 à la suite d'un accord à l'amiable avec l'État ivoirien. Monsieur Traoré, pouvez-vous me commenter Merci. Oui, ce qui est arrivé dans la lagune en Côte d'Ivoire a été un grand scandale qui a alerté tout le monde par rapport à cette entreprise et donc qui se développe depuis quelques années en transformant donc le continent africain en une poubelle, donc un dépotoir des produits chimiques, des produits radioactifs provenant de ces pays dits développés. Donc en Côte d'Ivoire, c'était le cas des produits pétrochimiques. Et donc nous avons appris donc avec stupéfaction que cela était arrivé tout près. Et les Africains ont vraiment compris cela comme une façon de jeter vraiment l'image même de l'Afrique, de mettre cette image au plus bas pour considérer le continent comme vraiment un sous-continent. Et alors ça, la poubelle, ou ce qu'on appelait à l'époque le bateau, le navire poubelle, vraiment a causé pas mal de dégâts donc en Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a réglé l'affaire à l'amiable, vous l'avez dit. À l'amiable, qu'est-ce que ça veut dire? On donne quelques sous et puis on se tait, alors qu'il y a eu des victimes d'autre part. Les sous ont même été détournés en partie par certains responsables politiques du pays. C'est-à-dire qu'une partie des fonds qui étaient destinés aux victimes pour réparer les préjudices subis aurait été affectés à d'autres choses. Alors donc merci, c'est pourquoi je voulais en venir justement à cette préoccupation qui a été soulignée tout à l'heure par un téléspectateur au cours du micro-trottoir, qu'en Afrique il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance, alors si bien que ces déviances de gouvernance généralisées font que nos dirigeants donnent souvent l'impression
de se préoccuper peu de leur peuple et au contraire de défendre des intérêts extérieurs. Et c'est ce qui fait que l'Afrique plonge toujours dans des problèmes. L'Afrique n'arrive pas à décoller réellement. Comment vous expliquez ça? Comment expliquez-vous la faillite de ce mode de gouvernance, alors que lorsque vous regardez nos différents dirigeants, généralement c'est des universitaires, c'est des gens qui sont allés à l'école, c'est pas comme à l'époque où il y avait, disons, quelques sacs au dos. Là, en général, ce sont des gens qui sont allés, qui connaissent le monde, qui ont la conscience des problématiques et des enjeux qui secouent l'humanité aujourd'hui. Ils savent parfaitement pourquoi l'Europe se défait de tout ce qui est nocif pour sa population et son environnement. Ils le savent. Ils savent. Pourquoi l'acceptent-ils pour eux, leur propre peuple? Évidemment. Donc, permettez-moi, avant que vous ne répondiez, M. Traoré, je vais vous aussi vous citer le passage d'un document. Voilà ce qui est dit. Selon certaines sources, des milliers de tonnes de déchets, souvent radioactifs, seraient enfouis depuis les années 80 et avant, dans les déserts mauritaniens, maliens, nigériens et tchadiens, opérations criminelles qui auraient rapporté des millions de dollars à certaines personnalités de ces pays. Alors, voilà donc un problème de gouvernance. Vous avez une explication? L'explication que je pourrais donner à cette situation, c'est que malheureusement pour l'Afrique, le décollage étant lié vraiment à la responsabilité des dirigeants, et donc fait que nous n'arrivons pas à y arriver à cause justement des types de dirigeants que nous avons eus jusqu'ici et qui n'ont pas ce sens de la responsabilité pour le peuple. Et je voudrais citer ici un auteur sud-américain qui disait que, en dernière analyse, le développement est une question politique. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision politique. Et cette vision politique, il faut l'assumer. Cette vision politique, il faut s'y engager pour arriver à concrétiser tout ce que l'on veut pour un peuple. Et c'est ce qui manque généralement à nos dirigeants qui viennent pour des fins personnelles. Et le peuple a été toujours dupé pour ne pas prendre conscience des réalités au niveau des sphères de l'État. Et c'est au cours justement de certains scandales qu'on apprend réellement la vraie nature de ces dirigeants-là. Et qui ne sont pas en réalité des dirigeants pour leur peuple, mais des dirigeants pour des intérêts extérieurs. Oui, mais madame, vous venez d'entendre ce que dit M. Traoré. C'est des dirigeants qui sont élus. Ils ont la légitimité populaire. Ils ont la légalité institutionnelle. Ils sont mauvais. On fait quoi? Comment on fait? Vous savez, le choix de nos dirigeants aujourd'hui, vous savez comment les choses se passent. Ah, moi, je ne sais pas, il faut me dire. C'est coup, vous êtes du domaine, c'est à coup de corruption. Les intéressements, les promesses de place, c'est donc les intérêts privés, personnels, qui prévalent sur l'intérêt collectif. Donc, le jeu se fait comme ça. Donc, ce que je peux dire, c'est aussi le fait que les relations internationales avec nos pays sont basées aujourd'hui sur la question de la gestion de ces déchets-là. Donc, il y a des enjeux que nos dirigeants et les défis n'appréhendent pas suffisamment. Vous pensez qu'ils ne les appréhendent pas? Mais je ne sais pas. Ou alors, c'est l'intérêt propre. C'est-à-dire, je passe mon temps. L'essentiel est que moi, je fasse mon temps, peu importe ce qui adviendra après. Ou c'est l'inconscience, la non-réalisation des problèmes réels auxquels le pays est exposé avec ce genre de décision. Parce que quand je vois que la Guinée-Bissau et le Bénin, 87-88, ont signé des conventions pour accepter des déchets chez eux. Comment vous pouvez comprendre ça? Le cas de Côte d'Ivoire, on l'a dit, a été vécu. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas le lien entre le bien-être de la population et certaines décisions qu'ils prennent juste pour être en phase avec l'ex-colonisateur. Le problème est un problème de complexe très profond. J'écoutais un Français une fois qui était venu chez moi et qui m'a parlé de façon honnête.
et qui m'a dit ceci. Madame, on discutait, il m'a dit, madame, ce qui me surprend, c'est que quand on est avec les dirigeants africains et qu'on dit que c'est comme ça, ils n'ont pas de contre-proposition. Ils se disent, ah bon, c'est comme ça, alors allons-y. Donc, c'est vous dire qu'on a l'impression, c'est pour ça que j'ai dit quelque part, peut-être ça c'est au niveau des négociations ou de sujets qu'ils se rendent compte que peut-être la compétence technique et l'appréhension de la question posée n'est pas, la personne n'est pas à ce niveau-là. Donc l'occupation des postes par des gens non engagés pour le pays, d'une part, des gens qui restent sur leur intérêt propre, pas sur l'intérêt collectif, donc qui passent par tous les moyens pour qu'eux ils puissent tirer leur épingle du jeu. La question se pose parce qu'il est inacceptable pour nous, organisation de consommateurs, avec tout ce qu'il y a comme conséquences par rapport aux déchets que nous recevons par ailleurs, que des dirigeants engagés pour le pays et l'Afrique puissent accepter de signer de tels contrats. Le Mali, vous l'avez dit tantôt, a en 1996 signé une convention interdisant cela dans notre pays. Ça, c'est en leur honneur. J'espère que des mesures adéquates seront prises pour que nous puissions veiller et réagir à temps pour que notre pays ne soit pas comme la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau ou le Bénin. Mais c'est surtout les pays côtiers qui sont les plus concernés et peut-être la zone du Sahara. Oui, le Sahara, il semble qu'il se passe tellement de choses. Nous avons une telle faiblesse logistique, stratégique, scientifique et politique que nous ne contrôlons absolument rien là-bas. La vérité, c'est ça. Rien du tout. Donc, c'est pour ça que, selon l'extrait de ce rapport que je vous ai lu, c'est des milliers de tonnes. Tout à fait. J'ai quelque part des chiffres. Hein. Ah, vous avez des chiffres. D'accord, on va y arriver. Oui. Monsieur Traoré, on va en finir avec la question de la gouvernance. Comment on fait quand on a des gouvernants de cette nature? Comment on fait? Puisque, en réalité, nous savons que l'essentiel dépend du leadership. Absolument. S'ils n'étaient pas des leaders, on ne parlerait pas d'eux. Mais c'est eux qui tiennent le leadership. Alors, comment on fait? Ils sont élus démocratiquement. Vous pouvez pas vous pouvez, mais vous ne devez pas les chasser manu militari. Et pourtant, voilà des choses qui se passent sur le continent, hypothéquant, comme l'a dit Mme Coulibaly, l'avenir de ce continent. Comment on fait, d'après vous? Alors, si on parle sur le principe démocratique, un dirigeant qui est élu, il a un mandat, c'est tout à fait normal de respecter le mandat démocratique, d'attendre que ce mandat arrive à terme, mais à terme, il y a un bilan à faire. Et c'est ce bilan-là qu'il faudra voir. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait? Et c'est à nous d'apprécier cela. Avec le peuple que nous avons, vous pensez que ça, c'est possible? Mais c'est possible, ce n'est pas facile, mais c'est possible. L'objectivation d'un bilan d'un mandat, c'est possible? C'est possible. Dans la mesure où il y a toujours des forces qui sont là. Et ce sont des forces de proposition. Ce sont des forces qui pourraient servir de contrepoids, de contre-pouvoir aussi, dans un régime démocratique, pour dire ce qu'il y a, pour dire la réalité. Donc moi, je pense que le travail n'est pas facile, mais il est bien possible vraiment d'arriver à ce résultat-là. Et c'est ce qui peut faire changer l'opinion d'un mandat à un autre, d'une élection à une autre. Donc le peuple, il doit apprendre aussi, le peuple il doit être, si vous voulez, formé au fur et à mesure qu'on est dans l'ancrage démocratique. Et cela appartient à tout le monde, à toutes les forces vives de la nation. Je vous remercie. Merci. Parce que je vais rebondir sur ce que vous venez de dire pour demander à Mme Coulibaly que fait la société civile africaine, parce que c'est bien de critiquer les gouvernants, les dirigeants, mais le leadership, ce n'est pas que le gouvernement. Vous êtes leader aussi. Vous êtes des leaders sociétaux. Que faites-vous, en l'occurrence, dans cette problématique? En la matière, nous procédons à l'interpellation. Nous, on n'attend pas que le mandat finisse. Une fois que le constat est fait,
nous procédons à l'interpellation, à la dénonciation. C'est ça que nous faisons. Nous procédons également à des études approfondies pour mettre en exergue des éléments irréfutables et amener le gouvernement à changer quelque chose. Mais ce n'est pas évident. Vous savez pourquoi? Non. Avec nos indépendances, à la phase préparatoire de nos indépendances, M. Marico, des dispositions ont été prises à d'autres niveaux. La question de la démocratie, qui vient comme ça, qui change toute la donne en mettant à cause tous nos modes de gestion. C'est de cela qu'il s'agit. Nos modes de gestion sont considérés comme archaïques, non despotiques, non démocratiques. Alors que si on prend l'histoire africaine, notamment malienne, on a pas mal d'éléments qui démontrent à suffisance l'esprit démocratique de nos aïeux. On est au courant de ça. Mais à la fin de la colonisation, quand les pays africains ont pensé, dans les années 45, à aller vers les indépendances, des dispositions ont été prises par ailleurs. C'est là où vous avez les différentes grandes institutions internationales qui sont aujourd'hui les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement. Les dés sont pipés. De telle sorte que quand ils parlent de démocratie, coup d'État interdit. N'est-ce pas? Oui, mais ça se fait. Mais ça se fait. Ça se fait, mais c'est interdit. Donc ça joue sur la psychologie des gens. Parce que quand on fait ça, comment on va être jugé? Comment le peuple va réagir avec la nouvelle tendance? On est jugé hors norme. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, on est préparé. Et de plus, M. Marico, nos dirigeants, la majeure partie d'entre eux, tout comme moi d'ailleurs, nous avons eu à être formés ailleurs qu'au Mali. Il y a l'influence de la formation. Il y a des techniques d'influence pour penser de telle façon plutôt que de telle autre. Donc, le problème est sérieusement profond. Donc, il s'agit de faire vraiment l'éveil de conscience des Africains pour comprendre que des choses sont en amont et c'est des facteurs de blocage. Parce qu'il y a des règles, surtout dans des pays comme le Mali en Afrique, qui signent toutes les conventions. Il y a des conventions que le pays le plus démocratique, qui est les États-Unis, refuse de signer. Pourquoi nous, à chaque fois, tête baissée, dès qu'il y a convention, on signe? Tout ça, ça compromet leur marge de manœuvre face à certaines situations. Monsieur Traoré, est-ce que la rupture est possible dans la logique sinistre que Mme Coulibaly vient de développer entre nos États post-coloniaux, mais avec quasiment aucune marge de manœuvre, et les anciennes métropoles qui, elles, dirigent la mondialisation actuelle? Est-ce que la rupture est possible? Une rupture dans le sens vraiment d'une émancipation me semble nécessaire. Et cela a commencé bien avant les indépendances avec donc les Africains qui ont lutté pour la libération, et les Africains et tous les dirigeants des peuples opprimés à l'époque qui ont donc lutté pour la libération de leur peuple du joug colonial. Et avec l'indépendance, alors on l'a dit au cours du micro-trottoir, on a l'impression que ça continue, la colonisation a pris une nouvelle forme. Et si vous voulez, un impérialisme qui est là, qui est en fait un avatar du capitalisme et de la colonisation, et qui est là toujours, et qui fait qu'il y a blocage du développement au niveau de ces pays nouvellement indépendants. Et des dirigeants à l'aube des indépendances ont lutté justement pour cette libération, cette rupture dans le sens d'une vraie émancipation. Cela n'a pas été une tâche facile pour eux. Parce que, encore une fois, c'est l'impérialisme qui s'affiche toujours avec une force qui détruit justement les velléités, les résistances. Ma question, M. Traoré, c'est est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui où nous parlons, vous et moi et Mme Coulibaly, est-ce que la rupture est possible? La rupture est possible et la rupture est nécessaire. Sans cela, nous allons disparaître. Très bien. Madame Coulibaly,
nous allons assez rapidement, si vous voulez bien, aborder la question des conséquences de ce phénomène. Parce que là, nous avons parlé globalement. Hein. Oui. Je voudrais que nous rentrions dans au moins 2 ou 3 cas que vous nous direz et que monsieur Traoré aussi nous dira en ce qui concerne les conséquences. Parce que vous avez différents types de phénomènes. Vous avez les déchets toxiques. Vous avez les produits obsolètes, tels que les voitures de 3e ou 4e main, mais vous avez des vieux ordinateurs, vous avez des vieux téléphones, vous avez des fers à repasser, vous avez, d'un autre côté, vous avez des aliments qui, eux, sont périmés, sont avariés, qu'on envoie, on change les étiquettes de péremption, de date de péremption, et puis on les remet sur le marché, y compris dans chacune de nos capitales et dans certains supermarchés que nous connaissons tous très bien. Tout à fait. Ainsi de suite. Donc, dans la palette globale de ce phénomène, je voudrais que vous en preniez 2, par exemple, et que vous nous dites les conséquences. Parce que vous avez même les médicaments avariés, vous avez les faux médicaments, vous avez toutes ces choses-là. Voilà. Alors, prenez 2 cas, selon votre désir, et donnez-nous-en les conséquences. Ok. Je voudrais prendre un premier cas, le premier cas sanitaire. Puisque vous avez parlé de médicaments. Nous avons, dans le temps, fortement travaillé sur l'acceptation, tant par les consommateurs que par les professionnels, de la promotion des DCI, les médicaments à dénomination commune internationale, qui sont des médicaments efficaces, mais qui ne sont pas des spécialités. Les génériques. Les génériques. Nous avons travaillé en la matière et nous avons, avec le ministère de l'Intérieur et de la Santé, mis en place une commission pour travailler sur la question des médicaments frauduleux, des médicaments, ceux qui ne sont pas des médicaments en fait. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en la matière, l'État est toujours frileux, disons. Donc, on n'est pas parvenu à mener une véritable lutte contre ce phénomène d'importation des médicaments par terre, comme on dit aujourd'hui. Et j'entendais la dernière fois des agents de la sécurité qui disaient que quand nous prenons une dame, une vendeuse de ces produits-là, nous recevons plus de 20 coups de fil par rapport à cette arrestation. C'est vous dire que le phénomène, c'est un problème de courage qui se pose. Et la question de la santé est une question majeure, je l'apprends, parce que l'état des lieux par rapport à la santé, ce qui se passe dans nos structures socio-sanitaires, M. Marico, est inacceptable et intolérable pour les populations. Les populations, matin, midi et soir, courent des risques énormes dans nos structures socio-sanitaires de par les pratiques qui y sont développées. Mais le ministre de la Santé, c'est ça? Est-ce qu'il le sait? Le ministre de la Santé sait. Le ministre de la Santé vient de faire, il n'y a pas plus de 3 mois. Hein. Enfin, je parle du ministre de la Santé, pas seulement du Mali, de tous les ministres de la Santé. Ils savent parce que pour faire leur programme, leur plan de développement de la santé, ils vont d'abord à la source pour connaître les problèmes qu'il y a et faire des programmes et des politiques, concevoir des politiques et des plans pour prendre en charge la question de la santé au plan. Mais pourquoi donc cela perdure? Cela perdure, c'est le manque d'autorité. C'est-à-dire, vous savez, la démocratie là, c'est affaiblissant quelque part. Hein. Parce qu'on met tellement de normes, ils ont mis tellement de normes qu'il faut respecter en la matière que finalement, le décideur, il est entre le marteau et l'enclume, quelque part. Il a les bailleurs dont il veut avoir l'argent et il a les populations qui ont des problèmes réels qui les posent mais qu'il n'arrive pas à résoudre parce qu'il est entre le marteau et l'enclume, quelque part. Au-delà des faiblesses techniques et de le non-engagement de certains, il y a ça aussi. Je l'ai dit, moi je le dis en connaissance de cause. Bien sûr. J'ai des éléments. Bien sûr. Que les dés sont pipés. Donc il nous faut, à l'instant, vous avez dit comment changer les choses. Nous avons Paul Kagame au Rwanda, non? Un homme admirable, engagé pour son peuple, pas pour son intérêt personnel. Ce qu'il a fait, peu d'hommes africains sont à même de le faire. J'ai appris récemment que le Mozambique a dit aux partenaires techniques et financiers que d'ici 2018, leur délai,
c'est de se passer des PDF. C'est des gens très courageux qui ont sûrement pris la mesure des difficultés de développement de leur pays, mais aussi de l'Afrique, et qui s'engagent dans cette voie. Mais il faut beaucoup de courage. Et il faut, je voudrais le dire, que le peuple soit davantage conscientisé. On va arriver, ça ce sera à la fin. Okay. Alors, donnez-nous un second exemple de conséquence. Là, vous avez pris l'autre conséquence, c'est qu'il va sans dire que si on continue comme ça, notre développement est compromis. Il n'y aura pas de développement pour l'Afrique. On va rester consommateur, on recevra de chez eux, surtout qu'on est toujours en train de signer leurs papiers en donnant notre accord. Et il n'y aura pas de développement. On va rester, c'est une autre... Quelqu'un l'a dit au micro-trottoir, nous restons toujours décolonisés. Très bien. Monsieur Traoré, je vous repose donc la même question. Les conséquences, prenez deux autres exemples différents de ceux de Mme Coulibaly. Pour moi, tant que nous n'apprenons pas à produire ce dont nous avons besoin, nous allons rester dans une dépendance qui est en fait le fait même de cette quête permanente d'innovation de la société de consommation où les goûts changent du jour au lendemain et ce sont les restes qu'on va nous envoyer. Et alors donc, à ce niveau, je pense qu'il faut produire. Et si je dois donner des exemples, je vais prendre l'exemple sur les textiles. On sait avec aujourd'hui que la fripe inonde notre marché de l'habillement. Partout, on ne voit que des ballots de fripe, qu'on ne voit que des stands de vente de fripe, etc. Et au détriment de quoi? De nos industries textiles. Le Mali, pays producteur de coton, grand pays producteur de coton, ne dispose pas d'usines de textiles susceptibles de fournir un habillement dont nous avons besoin. Il y a beaucoup de pays comme ça en Afrique. Bon, voilà, justement, comme beaucoup de pays, au Bénin. Burkina, Bénin, Tchad, au Burkina. etc. Vous voyez, donc le problème se pose. Pourquoi ne pas mettre alors en valeur ces potentiels? D'après vous, pourquoi nos chefs d'État? Parce que moi, je continue à considérer que ce sont c'est des gens éduqués, c'est des gens conscients, c'est des gens... C'est quand même nos chefs. Et ce que vous savez, ce que je sais, c'est que Mme Coulibaly sait, ils le savent, et ils le savent même mieux que nous. Puisqu'ils ont des sources d'informations qui sont plus nombreuses, plus pertinentes que les nôtres. Pourquoi, d'après vous, sont-ils incapables? Parce que pour nous, ça nous paraît simple. Moi, je dis... Mais pourquoi sont-ils incapables, par exemple, dans le cadre de l'UEMOA, pour nous en tenir qu'à cette institution, les pays de cette institution, pourquoi est-ce que dans le cadre de l'UEMOA, il n'est pas possible de mutualiser les efforts et les investissements dans une vision commune du destin de ces peuples? D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je pourrais dire en ce moment qu'en réalité, ce sont des grands intellectuels, ce sont des diplômés, des universitaires, des gens éclairés, comme on en a beaucoup parmi les Africains aujourd'hui. Mais pour moi, le problème, c'est une question de responsabilité. Ils ne sont pas généralement des responsables. Être responsable, c'est quoi? C'est devoir à son pays, à son peuple. C'est avoir le sens de servir son peuple. C'est avoir le souci de l'intérêt de son peuple. Les pays développés, les dirigeants qui sont là-bas, les chefs d'État qui sont élus, voyez comment ils se comportent vis-à-vis de leur peuple. Ce n'est pas le même cas chez nous, où une fois arrivé au pouvoir, on pense que on a droit à tout, on a pouvoir, on peut tout faire. On ne rend pas compte, il n'y a pas de redevabilité et personne ne peut alors vous reprocher quoi que ce soit. Vous faites tout ce que vous voulez, mais ça c'est un manque de responsabilité à mon avis, un manque de respect donc finalement à son peuple. Très bien. D'accord, je voudrais, si vous permettez, tous les deux, je vais vous lire une déclaration qui date de 1991. Elle est de M. Lawrence Summers. Lawrence Summers est un Américain qui était directeur du Conseil économique national de la Maison-Blanche en 2009. Mais au moment où il écrivait, donc en 1991, où il écrivait ce texte dont je vais vous citer un extrait, il était économiste en chef
de la Banque mondiale. C'est important. Je le cite. Les pays sous-développés d'Afrique sont largement sous-pollués. La qualité de l'air y est d'un niveau inutilement élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico. Il faut encourager une migration plus importante des industries polluantes vers les pays moins avancés. Une certaine dose de pollution devrait exister dans les pays où les salaires sont les plus bas. Je pense que la logique économique qui veut que des masses de déchets toxiques soient déversées là où les salaires sont les plus faibles, cette logique économique-là est imparable. L'inquiétude à propos des agents toxiques sera de toute évidence beaucoup plus élevée dans un pays où les gens vivent assez longtemps pour attraper le cancer que dans un pays où la mortalité infantile est de 200 pour 1000 à l'âge de 5 ans. La source dont j'ai tiré ce texte, c'est The Economist du 8 février 1992 et The Financial Times du 10 février 1992. Ceci, c'était à l'intention de nos téléspectateurs. Nous allons continuer, à moins que vous ayez une réaction par rapport à ça. Monsieur Marico, ça confirme Allez-y. mes propos. Je vous l'ai dit, à partir de la volonté d'aller à l'indépendance, des mesures sont prises. Les institutions n'ont pas été créées par hasard. Les institutions ça a été fait de manière à ce que ça puisse jouer un moment après les indépendances. Je vais vous rapporter quelque chose encore que j'ai reçu d'un oncle. Mon oncle, il est décédé aujourd'hui, m'a dit, Sali, je vais t'expliquer quelque chose. J'étais au ministère du Plan, je ne vais pas vous donner leur nom parce que vous les connaissez tous, et j'étais farouchement anticolonialiste. Nous avions un conseiller technique blanc, moi j'ai oublié le nom de la personne, qui est parti en vacances pendant 3 mois. À son retour, il m'a fait appeler par le planton. Puisque nous n'avions aucun rapport ensemble, j'ai dit au planton qu'il s'est trompé, que ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Le planton est parti lui dire ça, il a dit au planton, va lui dire que c'est bien lui que je veux voir. Donc mon oncle est allé à son bureau, il ne s'est même pas assis. Il ne s'est pas assis, il est resté debout pour l'écouter. Il lui a dit ceci. Votre indépendance, vous allez l'avoir. Mais nous avons pris toutes les dispositions. À partir de vous, et peut-être la prochaine génération, le nationalisme va disparaître. L'Afrique va être dans les plaisirs de la vie. Ça va être l'alcool, ça va être les femmes, ça va être l'argent, la course derrière ces plaisirs-là. Le patriotisme, ce sera terminé. Alors, mon oncle lui a répondu, ça c'est notre problème. Laissez-nous gérer ça après vous, mais vous partez. Ensuite, il m'a dit, Sali, avec la Fédération du Mali, j'ai retrouvé le même homme au Sénégal lors d'un de mes voyages. Il descendait de l'escalier. Quand il m'a vu, il a rougi comme une tomate. Voilà ce que mon oncle m'a rapporté. Et ce que je voudrais vous dire, nos pères de l'indépendance ne sont pas PhD. Ils sont des médecins africains. Mais nos pères avaient l'engagement patriotique et, avec le colonialisme, ont été à l'école. Cependant, malgré qu'ils aient été à l'école du blanc, ils étaient à même de lire entre les lignes ce qui est écrit et ce qui est derrière. Ils étaient à même de le percevoir. Ce n'est pas le cas de nos intellectuels. Ils ne perçoivent pas. Ils disent que c'est la marche de la vie, c'est l'évolution de la vie et il faut y aller. Voilà la différence entre ceux qui ont eu des niveaux moyens
et ceux qui ont eu des niveaux supérieurs quelque part. Je m'en excuse, je ne voudrais attaquer personne. Bien sûr. Merci. Mais il se fait que nous allons vers la fin de l'émission, puisque le temps qui nous est imparti est en train de s'égrener lentement. Il ne nous reste plus que 3 minutes. Alors, je me tourne donc vers vous, monsieur Traoré. Et c'est la dernière question de l'émission. Tout à l'heure, s'il nous reste quelques secondes ou 1 minute, Madame Coulibaly répondra à la même question. Comment on sort de cette situation? Et quand c'est Africable qui vous pose cette question, considérez que Africable a une vision panafricaine des problématiques. Donc, du point de vue panafricain, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Alors, comment on fait? Moi, je reviens toujours à cette conviction que le développement ne peut pas se réaliser sans un engagement politique, sans une responsabilité de nos dirigeants africains, bien sûr. Et ceux-ci doivent avoir le souci de leur peuple. Le pouvoir ne doit pas être une fin en soi. C'est un moyen pour pouvoir sortir des problèmes. Et l'Afrique est confrontée à beaucoup de problèmes qui se résument au sous-développement. Et il s'agit vraiment de faire en sorte que nos politiques puissent aller dans le sens d'une résolution de ces problèmes et non servir d'autres intérêts. Mais ces pays développés, je l'ai dit, sont dirigés par des gens qui ont souci de leur peuple, qui les respectent. Pourquoi ne pas en faire autant, au lieu de servir toujours ces pays contre leur propre peuple? Moi, je pense qu'en dernière analyse, vraiment, il faut la responsabilité de la part de nos dirigeants africains. Merci. Très bien. Je voudrais dire Madame Coulibaly, vous avez 30 secondes. Je voudrais dire ceci. À l'instar de l'Union européenne, qui a sa vision, qui utilise les moyens pour mettre en œuvre. Vous avez vu, par rapport aux ACP, on a amené certains pays à signer des accords, je ne sais pas, intermédiaires, alors que notre vision était d'aller ensemble. C'est ça. Je pense que ça doit... Côte d'Ivoire, Cameroun... Côte d'Ivoire, et même, voilà, en fait... Il y a quelques pays comme ça. Voilà, ça c'est des choses qui devraient faire tiquer nos dirigeants. Ils devraient comprendre. Et ils sont ensemble, unis, ils agissent. Nous, ils essaient, si on veut être ensemble, ils enlèvent, ils créent le problème pour que, ils trouvent les moyens pour nous diviser. C'était le cas d'ailleurs quand ils allaient à la fédération avec la Côte d'Ivoire, le jeu qui a été fait du temps de nos pères. Vous êtes sûrement au courant, je ne reviens pas sur ça. Mais l'Afrique gagnerait seulement à être ensemble. Nos ensembles que nous avons, comme l'UMOA, comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, il faut que nous sortions des théories, que nous allions vers la réalisation d'instruments de développement réels sur les différents terrains par rapport aux potentialités qui sont ça et là, sortir de la concurrence pour développer la complémentarité entre nous et faire en sorte que nous puissions quelque part sortir de ce barrage suffisamment préparé, méticuleusement préparé pour arrêter, en tout cas bloquer notre développement et nous garder toujours en train de tendre la main pour demander si on a un projet, il faut les partenaires. Si on veut faire ça, il faut les partenaires. Même l'aide budgétaire. Voilà, l'aide budgétaire, il faut absolument aussi que l'exemple du Rwanda, si le Mozambique se réalise, que l'exemple puisse instruire et qu'on en voit d'autres. Petit à petit, on va se retrouver et on pourrait sortir de l'ornière. Merci madame, on en fera la conclusion de cette émission. Et au nom d'Africable Télévision, je vous remercie, monsieur Traoré, madame Coulibaly, pour ces éclairages que vous avez apportés, dont je suis sûr et certain que les téléspectateurs d'Africable Télévision feront leur profit. Merci encore. Merci. Ça a été un plaisir. Merci. Il est partagé. Merci. Mesdames et messieurs, il y a 55 ans, la plupart des pays africains
accéder à une indépendance aussi théorique que formelle. Aujourd'hui, le constat, c'est que cette Afrique-là est en panne de gouvernance, malade d'elle-même, malade de ses choix, malade de son absence de vision. Il faut donc la réformer et cela est urgent. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut se poser la question de savoir quelle réforme faut-il administrer à cette Afrique-là pour donner un peu d'espoir aux générations montantes. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour rentrer dans les détails des réformes qu'il faut pour sauver l'Afrique. Comme vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos idées au 00 223 44 20 80 80, vos SMS au 00 223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Portez-vous bien, faites attention à ceux qui vous aiment. Excellente soirée et à vendredi.